379e numéro du Journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Vous nous recevez à Strasbourg, au Parlement européen. Parfaitement pour une fois. Oui, vous êtes le doyen des lieux? Je ne suis pas sûr d'être le doyen. Il paraît qu'il y a quelqu'un qui est encore plus vieux que moi. L'activité? Oh bah écoutez, l'activité, j'ai amené à titre documentaire pour que nos téléspectateurs sachent quel est le travail que nous faisons. Voici par exemple un exemplaire édité par la présidence italienne du Conseil pour sa période du 1er juillet au 31 décembre. Ce sont les positions françaises sur les sujets européens d'actualité. Il y en a 777 pages en grand format et comme l'on voit, petit caractère. Ça, c'est seulement les positions françaises. Alors, c'est vous dire que ça n'est pas les documents qui nous manquent, ni le travail non plus. Alors, Jean-Marie Le Pen, les médias, de manière assez régulière, récurrente, parlent du changement de nom du Front National. Les cadres du parti ont été assez clairs sur la question. Il semblerait que les journalistes ne soient pas rassasiés. Votre analyse? Mais écoutez, je pense que pour l'instant, à l'exception de M. Collard, qui n'est pas membre du Front National, personne ne s'est déclaré en faveur d'un changement de nom. Et personnellement, je considère que ce changement de nom serait absurde, qu'il serait même dans une certaine mesure indécent, compte tenu du fait qu'il représente les combats qui ont été menés pendant plus de 40 ans par des milliers et des milliers de militants à qui souvent ça a coûté cher dans leur vie privée, leur vie professionnelle, leur vie familiale, etc. Et c'est un nom très honorable qui a marché toujours tête haute et main propre, et par conséquent, il n'y a aucune raison qu'il ne continue pas, d'autant qu'il est très représentatif de ce que nous sommes aujourd'hui, un front et un front national, c'est-à-dire patriote, bien sûr. Alors du côté socialiste, c'est plutôt l'affront. Les sondages à mi-mandat de François Hollande n'ont jamais été aussi bas. Martine Aubry est en tête des frondeurs à présent. Vous pensez que la chute est irrémédiable pour les socialistes français? Écoutez, rien n'est jamais irrémédiable en politique, on le sait. Mais tout de même, il me semble que le Parti socialiste est très atteint, comme le sont d'ailleurs les autres, l'UMPS, l'UMP aussi. C'est moins visible pour l'instant parce que la compétition n'est pas encore lancée pour leur primaire, mais je pense que tout ceci par un effet paradoxal et aussi en vertu du dynamisme propre du Front National va valoir à celui-ci des succès aux prochaines élections, c'est-à-dire aux départementales qu'on appelait autrefois cantonales et aux élections régionales avant l'élection présidentielle et législative. Parfum mafieux en revanche à Corbeil-Essonnes, une voiture bélier en flammes a été envoyée sur une école. Cela fait suite à de nombreux incidents. Oui, il y a un côté particulier que ça se passe seulement à Corbeil. Ce n'est donc pas une activité, je dirais, générique ou générale. Mais je pense que le code pénal devrait être révisé en tous les cas, dans le cas où les auteurs d'attaques contre des bâtiments publics et de destruction de bâtiments publics pourraient être privés de la nationalité française et expulsés immédiatement. Ça me paraîtrait une mesure de justice s'il s'agit de gens d'origine étrangère, parce qu'il me semble que la première des choses, quand on a l'honneur d'entrer dans un pays, c'est de respecter ses institutions et aussi son patrimoine. On parle beaucoup malgré tout de problèmes judiciaires à Corbeil-Essonnes qui touchent M. Dassault ou son successeur à la mairie. Il y a une enquête qui est ouverte pour association de malfaiteurs. Il y a les délicatesses pour les achats de vote, les financements de campagne électorale. Vous pensez que les deux éléments peuvent être liés? Je ne vois pas bien le rapport qu'il y aurait dans l'occurrence entre les délits éventuels qu'aurait pu créer telle ou telle personne, et puis l'attaque d'une école, l'incendie de bâtiments scolaires qui me paraît être très éloigné du sujet en question. Donc je crois que c'est une malveillance qui doit être sanctionnée très sévèrement. Nous n'en sommes pas au point de pouvoir faire l'économie des crédits que nous consacrons à l'école. Le Canard enchaîné, en revanche, épingle une cinquantaine de députés qui seraient en délicatesse avec le fisc. Jean-Marie Le Pen, est-ce qu'on peut dire tous pourris? Oui, non, écoutez, ça c'est probable. Il y en a surtout beaucoup au Parti socialiste, semble-t-il, jusqu'à présent. Mais ce qui me paraît plus grave, c'est la proposition qui est faite par un député, je crois socialiste, de demander que pour se présenter aux élections, notamment législatives, il faudrait fournir un certificat fiscal. Autrement dit, c'est le ministre des Finances ou l'administration fiscale qui déterminerait, somme toute, qui peut se présenter aux élections, pourquoi pas un billet de confession ou un certificat de virginité. Enfin, entrant dans cette voie totalitaire, il faut dire, qui a tout à craindre. Mais je crois qu'il s'agit là seulement d'une initiative privée, qu'elle ne sera pas relayée
par le gouvernement ni par la majorité, ce qui me semblerait absolument stupide. Ouvrons une page sur les faits de société. La place Vendôme a été en émoi avec une exposition d'art contemporain, sobrement intitulée L'Arbre, une œuvre artistique du sculpteur McCarthy a été vandalisée. Votre avis, est-ce qu'il y a des limites à la liberté culturelle? Il est scandaleux que l'on impose au public des œuvres qualifiées œuvres d'art, tout ça bien sûr avec l'argent public, n'est-ce pas? Alors qu'en l'occurrence, de quoi s'agit-il? Il me semble, il y a tout de même un parallélisme étonnant entre cette soi-disant sculpture et un sextoy homosexuel qu'on trouve dans paraît-il, les catalogues spécialisés. Je trouve ça absolument scandaleux, ça n'a aucun intérêt quand on est héritier de la culture égyptienne, grecque, latine, française. On ne va pas rechercher des spectacles d'art ailleurs que peut-être dans les musées de M. François Pinault. Jean-Marie Le Pen, à l'opéra, une jeune femme, l'opéra de Paris, une jeune femme a été expulsée, elle portait un voile. Alors dans la presse, on parle d'un voile discret, malgré tout, qui couvrait la bouche et le nez. Je pense que là-dessus, on peut parler de niqab. À votre avis, est-ce qu'il y a aujourd'hui un problème récurrent alors que la législation a pourtant évolué sur le sujet? D'abord, elle n'a pas été expulsée. Elle et son mari, je crois qu'ils étaient au premier rang et dans une tenue évidemment provocatrice, et à mon avis volontairement provocatrice, ont été priés de sortir par la grève, dans le fond déclenchée par les chanteurs qui n'ont pas voulu accepter ce défi qui était fait à la loi française, car je rappelle qu'il est interdit de se masquer le visage, je crois, sauf le mardi gras, je crois. Et donc par conséquent, je trouvais cette réaction extrêmement, comment dirais-je, fondée, et je ne suis pas du tout indigné, au contraire, de voir faire respecter la loi, y compris par les citoyens. Alors le masque tombe aussi avec Brice Hortefeux et ses révélations dans le Figaro sur le nombre d'immigrés qui ont été acceptés sur le territoire en 2013, 300 000 immigrés. Brice Hortefeux était ministre de l'Intérieur, il explique qu'il y a 7% d'augmentation chaque année avec François Hollande. Ça signifie qu'aussi, sous Brice Hortefeux et l'UMP, quand vous dénonciez 200 000 immigrés, c'était... Tous les autres, c'est depuis 40 ans que ça dure. L'immigration rentre à la cadence de 200 à 300 000 par an. On ne sait pas à quelques millions près combien ils sont, puisque le chiffre oscille entre 13 millions, chiffre de l'INSEE officiel, et 20 millions, le chiffre de M. Azouz Begag, et par conséquent, il serait utile, je crois, de faire un recensement, mais à l'américaine, pas à la française, de façon à ce qu'on sache qui et combien il y a en France d'étrangers. Je pense que ce serait extrêmement intéressant de le savoir, parce que je tiens que l'immigration massive est un des fléaux qui touchent notre société dans tous ses domaines, dans ce domaine identitaire, dans son domaine financier, dans son domaine de stabilité politique et civique, et par conséquent, il s'agit là d'un sujet essentiel. M. Hortefeux confirme en quelque sorte ce que j'ai dit pendant des années et les chiffres que j'ai donnés. Vous êtes un passionné de football. Récemment, le match de Ligue 1 entre l'OGC Nice et le SC Bastia a donné lieu à une bagarre générale sur le terrain, mélange joueurs et public. Oui, ça n'est pas la première bagarre qu'il y a, et malheureusement on voit se multiplier ce genre de bagarre. En l'occurrence, il y a eu une provocation. Je crois que le stade est assez mal protégé de l'irruption des spectateurs sur le terrain. Néanmoins, le football a une dimension sociale capitale dans notre pays. Il est d'ailleurs très souvent le fait de pays étrangers. Il appartient à certains, le Qatar en particulier, est propriétaire de nombreuses équipes en Europe et en France, dont le PSG. Et il y a là, me semble-t-il, un sujet auquel devrait s'intéresser le législateur. Et alors, est-ce que vous liez ça un petit peu avec la déliquescence de la société et l'échec du multiculturalisme? Oui, c'est vrai. Et puis ensuite, notre société, on donne l'impression de s'affaisser sous elle à peu près dans tous les domaines. Et il y a, sous peine de disparaître, il y a une nécessité absolue de sursaut. Et je ne vois pas comment ceux qui ont dirigé et présidé
à cette décadence permanente depuis 40 ans, c'est-à-dire l'UMPS, pourrait se proposer, comme essaye de le faire M. Sarkozy et d'autres, pour redresser une situation qu'ils ont contribué eux-mêmes à effondrer. Je crois qu'il n'y a que le Front National qui soit en mesure de pouvoir réaliser ce tour de force, et bien évidemment avec les Français, car les Français ne se sauveront pas, ne seront sauvés par personne que par eux-mêmes, à condition d'être conduits par des gens respectables et dignes. On parle beaucoup, quand il s'agit de Nicolas Sarkozy, de ses responsabilités dans les troubles au Moyen-Orient ou en Afrique, en ayant fait tomber les Libyens, les Irakiens. Actuellement, c'est le Nigeria qui est sous les feux de la rampe, toujours. Oui, entre autres, mais le Nigeria a ce site particulier, c'est qu'il est cité comme un des exemples de la prolifération des populations, puisque je crois que les démographes prévoient que ce pays, relativement grand quand même encore, mais aurait en 2060, ce pays africain, 440 millions d'habitants. C'est dire que ceci est représentatif de l'explosion démographique du tiers-monde et en particulier de l'Afrique, en contraste, hélas, avec la dépression démographique du continent européen, de Brest à Vladivostok. Il y a là un danger mortel pour notre continent et ses populations. Et alors Boko Haram et le cessez-le-feu, Boko Haram qui avait kidnappé les lycéennes. Je crois que ce sont comment dirais-je, j'allais pas dire des chinoiseries, parce qu'en l'occurrence, ce n'est pas le continent, mais c'est de la tchatche, me semble-t-il, ce sont des magouilles diverses. En l'occurrence, pour l'instant, les jeunes filles n'ont pas été libérées et on a simplement promis de le faire, ça n'est pas fait, on verra bien, nous serons probablement, comme d'habitude, contraints de constater que nous avons été promenés. Ebola, on continue. Dans tous les hôpitaux français, on va procéder à des exercices. A priori, la France est loin d'être prête à une épidémie. On parle... Oui, Pardon. vous savez qu'une épidémie de ce genre peut être terrifiante et se compter par millions et millions de morts. Je voudrais rappeler simplement qu'en 1918, la grippe espagnole a en un an tué au moins 30 millions de personnes, c'est-à-dire beaucoup plus que ne l'avait fait pendant 5 ans la Première Guerre mondiale. Alors, compte tenu de la prolifération des populations, on peut s'attendre à ce que cette épidémie, ou une autre, parce que je crois qu'il y a aussi une épidémie de choléra qui est en cours dans ce continent, on peut s'attendre à des faits catastrophiques et nous avons le devoir, le droit et le devoir de nous protéger par priorité. Il faut mettre en place, me semble-t-il, un certain dispositif hospitalier capable de recueillir les malades éventuels de façon à ce que nous essayons d'échapper le plus possible à ce fléau international. On parle de présence de laboratoires militaires américains dans les lieux de prolifération du virus. Vous pensez qu'il peut y avoir une erreur humaine ou une intervention humaine là-dedans? Tout est possible, bien sûr, mais je ne crois pas, il n'y a pas besoin de ça. On sait que des épidémies ont balayé la Terre depuis des siècles et que le 21e siècle n'est pas à l'abri justement par l'extension indéfinie du nombre des habitants de la Terre. Monsieur de Margerie, PDG de Total, est décédé dans un accident d'avion en Russie. Hommage unilatéral. Oui, unanime. Vous connaissiez l'homme, l'industriel? Non, en l'occurrence, je ne le connaissais pas, mais c'est un grand chef d'entreprise, c'est un grand capitaine d'industrie. Je crois qu'il était respecté, malgré un caractère, semble-t-il, assez ferme, pourquoi pas. Mais ce que je crois, c'est que sa mort crée moins d'émotion que s'il s'agissait d'un avion de ligne. Parce que dans le fond, tout le monde, à peu ou prou, pris un avion de ligne et peut se dire « pauvre moi qui aurait pu être à sa place », alors que très peu de gens ont volé sur des jets. Jean-Marie Le Pen, hormis les lectures italiennes des travaux français pour le Parlement européen, est-ce que vous avez lu le livre d'Éric Zemmour qui crée énormément de polémiques? Je l'ai acheté, mais je ne l'ai pas encore lu parce que je suis en train de terminer un livre d'Ernst Junger qui est son journal de la guerre. Il avait écrit sur la Première Guerre mondiale, Les Orages d'acier, quelque chose comme ça, et quelques autres livres. Mais là, c'est son journal de l'avant et de la guerre. C'est la guerre vue et l'occupation par un officier allemand de haut niveau et de grande réputation, à la fois éthique et technique, dirais-je. Et je lirai bien sûr le plus vite possible le livre
Le suicide français, qui est un titre très inquiétant et très réaliste, je crois, d'Éric Zemmour, un homme courageux, talentueux et qui, évidemment, de ce fait, attire sur lui les foudres de l'établissement. Jean-Marie Le Pen, prochain numéro, 380e journal de bord avec Marie que vous retrouverez. Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.